La nature humaine est un sujet d'étude qui a fasciné les philosophes, les scientifiques et les artistes depuis des siècles. Elle englobe une multitude d'aspects, allant de nos instincts primaires à nos aspirations les plus élevées. Comprendre la nature humaine, c'est chercher à déchiffrer ce qui nous rend uniques en tant qu'espèce, tout en reconnaissant les similitudes qui nous unissent à d'autres formes de vie. Cette quête de compréhension est essentielle, car elle nous permet de mieux appréhender nos comportements, nos motivations et nos interactions avec le monde qui nous entoure. Avant qu'on ne reprenne, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain je vous ai réservé quelque chose de vraiment spécial. L'une des premières questions qui se pose est: qu'est-ce qui définit l'humain? Est-ce notre capacité à raisonner, à ressentir des émotions complexes, à créer des œuvres d'art ou à développer des sociétés organisées? Ou bien est-ce quelque chose de plus fondamental, comme notre conscience de soi et notre capacité à nous interroger sur notre existence? Les réponses à ces questions varient en fonction des perspectives culturelles, philosophiques et scientifiques, mais toutes soulignent l'importance de la réflexion personnelle et collective dans la définition de ce qu'est être humain. Au fil de l'histoire, différentes civilisations ont proposé des visions variées de la nature humaine. Dans la Grèce antique, par exemple, les philosophes comme Socrate et Aristote ont mis l'accent sur la raison et la vertu comme éléments constitutifs de l'humanité. Pour eux, l'homme était un être rationnel, capable de discerner le bien du mal et de vivre selon des principes moraux. Cette conception a influencé profondément la pensée occidentale et continue de nourrir nos réflexions sur l'éthique et la moralité. Dans d'autres traditions, comme celle des peuples autochtones d'Amérique du Nord ou des cultures africaines, la nature humaine est souvent perçue à travers le prisme de la relation avec la nature et les ancêtres. L'harmonie avec l'environnement, le respect des forces invisibles et la transmission des savoirs ancestraux sont considérés comme essentiels à l'épanouissement humain. Ces perspectives nous rappellent que notre humanité ne se limite pas à notre intellect, mais s'étend à notre capacité à vivre en symbiose avec le monde naturel et spirituel. La science moderne, quant à elle, aborde la question sous un angle biologique et psychologique. Les recherches en génétique, en neurosciences et en psychologie cognitive cherchent à identifier les mécanismes sous-jacents de nos comportements et de nos émotions. Si ces études ont permis de faire des avancées significatives dans la compréhension de certaines facettes de la nature humaine, elles soulèvent également des questions éthiques et philosophiques. Par exemple, jusqu'à quel point sommes-nous responsables de nos actions si elles sont déterminées par notre biologie ou notre environnement? Et comment concilier les découvertes scientifiques avec les valeurs humaines fondamentales telles que la liberté, la dignité et la justice? Face à ces interrogations, il est essentiel de développer une approche intégrée qui tienne compte des dimensions biologiques, psychologiques, sociales et spirituelles de l'être humain. Une telle approche reconnaît la complexité de la nature humaine et évite les simplifications réductrices qui peuvent conduire à des malentendus ou à des injustices. Elle invite à une réflexion profonde sur ce que signifie être humain dans un monde en constante évolution. Cette réflexion est d'autant plus urgente à une époque où les défis mondiaux, tels que les crises environnementales, les inégalités sociales et les tensions géopolitiques, mettent à l'épreuve nos valeurs et nos institutions. Comment, dans ce contexte, préserver notre humanité et œuvrer pour un avenir commun? La réponse réside peu. Être dans une redéfinition de nos priorités, en mettant l'accent sur la solidarité, le respect de la dignité humaine et la recherche du bien. Être collectif. Ainsi, la quête de sens et de compréhension de la nature humaine demeure une entreprise essentielle pour naviguer dans les complexités du monde contemporain. Elle nous invite à nous interroger sur nos origines, nos aspirations et notre place dans l'univers. En engageant cette réflexion, nous pouvons espérer éclairer notre chemin et contribuer à la construction d'une société plus juste, plus équitable et plus humaine. Le matin du 10 à 9 novembre 1942, le désert occidental de l'Afrique du Nord s'étendait sous un soleil impitoyable, projetant des ombres tranchantes sur les dunes comme des sculptures éphémères de sable et de lumière. L'air était sec et brûlant, chargé de poussière fine qui s'infiltrait dans chaque interstice de l'équipement allemand, ternissant les instruments de mesure et griffant les uniformes des soldats. Le vent, constant et mordant, soufflait la chaleur et l'âcreté de la terre mêlée aux relents d'huile de moteur, de métal chauffé et de carburant fossile.
Au milieu de ce paysage inhospitalier, un véhicule américain était découvert, abandonné près d'un convoi britannique détruit, dont l'équipage avait fui après une attaque de reconnaissance rapide de la Wehrmacht. La carcasse du camion GMC, poussiéreuse mais intacte, se tenait comme un défi silencieux à la supériorité mécanique allemande. Le commandant de l'unité de reconnaissance, un officier méticuleux habitué à inspecter les débris de guerre, s'avança, les bottes crissant sur le sable sec. « Amenez notre meilleur mécanicien », ordonna-t-il. « Je veux savoir si nous pouvons utiliser cette machine. » Cette directive, simple en apparence, allait déclencher une série d'observations et d'analyses qui allaient remettre en question tout ce que les ingénieurs allemands croyaient savoir sur la fiabilité des véhicules militaires. Le mécanicien principal de l'unité, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Heinrich Lenz, approcha du camion avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Ses mains, calleuses et tachées d'huile, tremblaient légèrement, non par peur, mais par anticipation. Depuis plus de 20 ans, il avait entretenu et réparé toutes sortes de véhicules allemands, des Kugelwagen légers au Panzer moyen, en passant par les camions de transport de troupes. Mais il n'avait jamais vu une machine américaine intacte sur le champ de bataille, et encore moins un GMC qui semblait n'avoir subi aucune défaillance malgré l'épreuve du désert. Il ouvrit le capot et examina le moteur, un 6 cylindres en ligne robuste, la Godeville, méticuleusement conçu pour être accessible, réparable et fonctionnel, même par des hommes possédant peu de formation technique. Chaque composant était codé par couleur, chaque câble et chaque boulon étaient standardisés, et toutes les pièces essentielles pouvaient être remplacées avec des outils de base, sans nécessité d'instruments spécialisés. Lenz nota mentalement chaque détail, conscient que cette découverte n'était pas simplement mécanique, mais révélatrice d'une approche stratégique différente de la fabrication et de la logistique. L'inspection se poursuivit méthodiquement. Le GMC ne montrait aucun signe de surchauffe, malgré les conditions extrêmes du désert, un contraste frappant avec les véhicules allemands souvent contraints de s'arrêter après quelques dizaines de kilomètres à cause d'un moteur en surchauffe ou d'une transmission fragilisée. Le mécanicien observa le système de suspension, simple mais étonnamment robuste, capable d'absorber les chocs, et les vibrations du terrain accidenté, sans nécessité de réparation fréquente. Les freins, les roues et la transmission étaient tous conçus pour supporter des charges lourdes et des terrains instables, un trait essentiel pour la mobilité en zone désertique. Heinrich Lenz comprit que cette machine n'avait pas été conçue pour l'élite des mécaniciens, mais pour des soldats ordinaires, souvent inexpérimentés, confrontés à l'imprévisibilité du combat. Ce pragmatisme, cette simplicité sophistiquée, représentaient une divergence radicale avec la philosophie allemande de précision et de perfection technique, souvent peu tolérante aux erreurs humaines ou aux conditions extrêmes. Les jours suivants furent consacrés à des essais approfondis. Le GMC fut conduit sur différentes surfaces, du sable meuble aux routes rocailleuses, en passant par les déserts pierreux. Chaque test démontra une endurance remarquable. La machine absorbait les chocs, conservait sa vitesse, et ne nécessitait que peu d'ajustements. Le moteur, malgré la charge et la chaleur, fonctionnait avec une régularité déconcertante, et la transmission assurait un passage des vitesses fluides, même pour un conducteur non spécialisé. Le système de refroidissement et le filtre à air résistaient au sable omniprésent, une caractéristique que les véhicules allemands, souvent surchargés et techniquement complexes, ne pouvaient égaler dans ces conditions. Lenz et son équipe prenaient des notes détaillées, enregistrant chaque mesure et chaque observation avec une rigueur scientifique, conscients que ces données allaient bientôt remettre en question leur compréhension de la mécanique militaire. Au fil des inspections, il devint évident que le GMC incarnait un modèle de conception orienté vers la production de masse et la résilience sur le terrain. Contrairement aux véhicules allemands, conçus avec un souci extrême de performance théorique et de perfection technique, le camion américain privilégiait la fiabilité, la facilité d'entretien et la robustesse. Cette différence fondamentale n'était pas un accident, mais le résultat d'une stratégie industrielle cohérente, permettant aux États-Unis de produire rapidement des milliers de véhicules fonctionnels avec une main-d'œuvre relativement peu qualifiée. Chaque composant était standardisé, chaque pièce remplaçable, chaque système pensé pour minimiser les interruptions et maximiser la durée opérationnelle sur le terrain. L'équipe allemande, habituée à des machines nécessitant des experts et un entretien constant,
observaient cette approche avec un mélange de perplexité et de respect. La découverte suscita également un débat interne parmi les officiers de l'unité. Certains, attachés à la supériorité technique allemande, refusaient de reconnaître l'efficacité du GMC. « Ce n'est qu'un camion banal », insistait un lieutenant. « Il ne rivalisera jamais avec nos véhicules d'élite. » Mais Lenz et les mécaniciens, après plusieurs jours de tests rigoureux, ne pouvaient ignorer les preuves matérielles. Les véhicules américains fonctionnaient, non pas par hasard, mais grâce à une philosophie de conception centrée sur l'efficacité pratique et l'adaptabilité. Cette reconnaissance provoqua une tension intellectuelle. Admettre la supériorité de la production américaine impliquait de remettre en question des décennies de formation et de croyances sur l'excellence mécanique allemande. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Parallèlement, l'effet psychologique sur les troupes fut immédiat. Les soldats qui avaient eu l'occasion de conduire ou d'observer le GMC comprirent rapidement qu'ils pouvaient compter sur sa fiabilité, dans des conditions où leurs propres véhicules échouaient. Le camion devint rapidement un point de référence, un symbole de pragmatisme et d'ingéniosité américaine face aux contraintes du désert. Les rumeurs de sa robustesse se répandirent parmi les unités allemandes, et bientôt, d'autres équipages vinrent inspecter et tester ces véhicules capturés. Chaque nouvelle expérience confirmait les conclusions initiales. La production américaine ne cherchait pas la perfection théorique, mais la fonctionnalité, et cette approche s'avérait redoutablement efficace dans la guerre moderne. Lenz rédigea un rapport détaillé à l'attention de l'état-major, consignant toutes ses observations techniques ainsi que les implications stratégiques de cette découverte. Le document soulignait non seulement les caractéristiques mécaniques exceptionnelles du GMC, mais aussi la philosophie industrielle qui sous-tendait sa conception. Il mettait en évidence l'écart entre la formation allemande, axée sur l'expertise technique et la maintenance complexe, et l'ingénierie américaine, orientée vers la production massive et la simplicité opérationnelle. Ce rapport fut examiné par des ingénieurs et des officiers supérieurs qui, pour la première fois, durent admettre qu'ils faisaient face à une approche de guerre industrielle qu'ils n'avaient jamais envisagée. La réaction ne se limita pas à la sphère technique. L'expérience de l'équipe allemande avec le GMC révéla également des tensions philosophiques et culturelles. La croyance en la supériorité allemande, fondée sur des décennies de fierté industrielle et militaire, fut ébranlée. Les hommes prirent conscience que la réussite sur le terrain ne dépendait pas uniquement de la complexité et de la sophistication technique, mais de la capacité à produire en masse des véhicules fiables et adaptables. Cette leçon, douloureuse mais inévitable, allait influencer les décisions stratégiques et industrielles pour le reste du conflit. Le 10 à 8 décembre 1942, un mois après la première découverte, le GMC fut présenté à une délégation d'ingénieurs allemands chargés de l'évaluation des véhicules ennemis. Chaque composant fut démonté et analysé, chaque système testé dans des conditions extrêmes, reproduisant des scénarios de combat réalistes. La transmission, simple et robuste, surprit particulièrement les experts. Les pièces standardisées permettaient un remplacement rapide sans nécessité d'outils spécialisés. Le moteur, conçu pour résister aux variations de carburant et aux températures extrêmes, fonctionnait de manière fiable même sous une charge maximale. Les suspensions, bien que simples, absorbaient les chocs et maintenaient la stabilité du véhicule sur des terrains accidentés. Chaque essai confirmait ce que les mécaniciens avaient observé. Le GMC était une machine, conçue pour durer et pour être utilisée par des hommes ordinaires dans des conditions extraordinaires. La nouvelle de la supériorité mécanique du camion GMC se répandit rapidement au sein de l'Afrika Korps et plus largement dans les unités allemandes opérant en Afrique du Nord. Chaque officier et mécanicien qui avait l'occasion d'examiner le véhicule revenait avec des rapports identiques détaillant la fiabilité, la simplicité d'entretien et la durabilité du camion, contrastant fortement avec les véhicules allemands de même catégorie. Les documents furent transmis à Berlin, suscitant une attention immédiate du haut commandement, qui jusque-là avait minimisé l'importance de la logistique ennemie. Les ingénieurs allemands furent convoqués pour une évaluation approfondie à la base technique de Tunis, où les GMC capturés furent démontés pièce par pièce. Chaque boulon, chaque engrenage, chaque arbre de transmission fut étudié, mesuré et comparé.
aux homologues allemands, et les résultats provoquèrent une stupéfaction silencieuse mais profonde. Les moteurs Go Devil des GMC, par exemple, présentaient une tolérance remarquable aux conditions extrêmes. Là où les moteurs Maybach ou Daimler-Benz exigeaient un entretien rigoureux après quelques heures d'usage en conditions de chaleur et de poussière, le moteur américain continuait de fonctionner sans intervention, absorbant la surcharge et la poussière du désert avec une régularité déconcertante. Les ingénieurs allemands, habitués à démonter régulièrement les moteurs de leurs véhicules pour remplacer des pièces usées, furent frappés par cette résistance mécanique. L'idée même qu'un véhicule puisse être conçu pour résister à un usage abusif tout en nécessitant un entretien minimal était étrangère à leur philosophie traditionnelle. Les normes allemandes valorisaient la précision, la performance et l'excellence technique, souvent au détriment de la durabilité et de la production de masse. En parallèle, la transmission et la boîte de vitesse du GMC furent analysées avec un soin extrême. Contrairement aux véhicules allemands nécessitant une manipulation experte du levier de vitesse, les camions américains étaient conçus pour être conduits par des hommes ayant une formation basique. Les vitesses s'enchaînaient avec fluidité, et la simplicité du système de levier unique permettait un passage de la transmission sans nécessité d'étapes complexes comme le double embrayage. Les ingénieurs allemands reconnurent immédiatement l'avantage stratégique de cette conception. Un véhicule opérationnel pouvant être utilisé par tout soldat, même en cas de pénurie de conducteurs expérimentés, représentait une supériorité logistique considérable sur le champ de bataille. Cette approche pragmatique, combinée à une production massive et standardisée, expliquait en partie pourquoi les Américains pouvaient maintenir des lignes d'approvisionnement fiables sur des théâtres d'opérations éloignés. La robustesse du châssis et de la suspension fut également un point d'étonnement. Les GMC pouvaient transporter des charges dépassant leur capacité nominale, traverser des terrains accidentés et absorber les chocs sans endommager les éléments essentiels du véhicule. Les suspensions, simples mais efficaces, utilisaient des ressorts à lame robuste, capables de résister à des contraintes répétées. Les ingénieurs allemands, habitués à des suspensions plus sophistiquées mais sensibles, comprirent que le choix américain reflétait une priorité différente, la fiabilité et la facilité de réparation sur le terrain plutôt que la performance pure sur des terrains bien préparés. Chaque test sur piste, chaque manœuvre dans le sable ou sur les rochers renforçait la conclusion. Ces véhicules n'étaient pas seulement bien conçus, ils étaient adaptés aux réalités de la guerre moderne et aux limites des opérateurs humains. Le système électrique et l'alimentation en carburant du GMC furent également des éléments d'étonnement. Les véhicules allemands nécessitaient souvent des carburants spécifiques et des attentions régulières pour éviter les pannes, tandis que le camion américain pouvait fonctionner avec différents grades de carburant sans altérer ses performances. Le câblage électrique était simple, codé par couleur et facile à dépanner, réduisant les risques de défaillance et accélérant la remise en état après des incidents mineurs. Les ingénieurs allemands notèrent que chaque aspect du camion semblait avoir été pensé pour maximiser l'efficacité sur le terrain, même au prix d'une sophistication technique moindre. Cette philosophie contrastait fortement avec l'approche allemande, centrée sur la perfection technique et les performances optimales, souvent à coûts élevés en maintenance et en complexité industrielle. Les essais prolongés conduits sur plusieurs jours révélèrent également l'endurance des freins et du système de direction. Là où les véhicules allemands souffraient de défaillances fréquentes lors de longues traversées désertiques ou de manœuvres intensives, les GMC maintenaient leur capacité de freinage et leur maniabilité. La direction assistée, rudimentaire mais efficace, permettait de manœuvrer facilement même sous charge lourde ou sur des terrains accidentés. Les mécaniciens allemands constatèrent que cette conception facilitait non seulement la conduite, mais réduisait également la fatigue du conducteur, un facteur souvent négligé dans les véhicules de combat allemands. L'accumulation de ces observations dessina un tableau clair. Les véhicules américains étaient conçus pour durer, pour être compris et utilisés par tous, et pour maintenir une efficacité opérationnelle maximale, même en l'absence de mécaniciens hautement qualifiés. À mesure que les rapports techniques se multipliaient, les conséquences stratégiques devinrent évidentes. L'Allemagne, malgré ses avancées en ingénierie et en technologie militaire, n'avait pas anticipé l'efficacité industrielle américaine et la philosophie de conception pragmatique qui en découlait. La production de masse,
l'interchangeabilité des pièces et la conception orientée vers la durabilité surpassaient les véhicules allemands en termes d'endurance, de facilité de maintenance et d'adaptabilité sur le terrain. Les implications pour le front africain étaient considérables. Chaque camion GMC capturé ou aperçu représentait une leçon sur la supériorité industrielle alliée et sur la nécessité de réévaluer les doctrines logistiques allemandes. L'impact psychologique sur les officiers et ingénieurs allemands fut également profond. L'expérience directe avec les GMC captura la réalité d'une guerre où la technologie seule ne suffisait pas et où la capacité à produire rapidement et efficacement des véhicules fiables pouvait déterminer l'issue des campagnes. Les ingénieurs allemands commencèrent à remettre en question la rigidité de leur approche, confrontés à une preuve matérielle que l'efficacité pratique surpassait parfois la perfection technique. Ce moment de conscience stratégique ne fut pas immédiat, mais il marqua un tournant dans la perception allemande de la guerre industrielle moderne. Les rapports de terrain, corroborés par des analyses rigoureuses, démontrèrent qu'une armée pouvait être surpassée non pas par la sophistication de ses armes, mais par la constance et la disponibilité de ses véhicules et équipements. En janvier 1943, les GMC capturés furent regroupés dans un dépôt central pour un examen comparatif systématique avec les véhicules allemands de la même catégorie. Chaque équipe d'ingénieurs fut chargée de tester les véhicules dans des conditions simulant les missions les plus exigeantes: transport de troupes, ravitaillement, franchissement de terrains difficiles et opérations prolongées sous chaleur intense. Chaque test confirmait la supériorité opérationnelle du camion américain dans des conditions réelles de combat. Les véhicules allemands, bien que techniquement avancés, montrèrent des faiblesses structurelles et des besoins de maintenance plus fréquents, limitant leur efficacité globale sur le terrain. Le contraste se révéla particulièrement net lors d'exercices de transport lourds. Les GMC pouvaient transporter des charges supérieures à leur capacité nominale sans endommager la structure du châssis ou le moteur. Les mécaniciens allemands notèrent que la répartition du poids, la robustesse du cadre et la suspension robuste permettaient d'absorber des charges extrêmes que leurs véhicules ne pouvaient gérer. Ces observations renforçaient l'idée que la conception américaine n'était pas simplement robuste, mais qu'elle intégrait une compréhension des contraintes humaines et environnementales, anticipant les abus inévitables du terrain et de l'usage intensif. Les effets de cette expérience se répercutèrent également dans les programmes de formation et de maintenance allemands. Les instructeurs réalisèrent que l'efficacité de leurs véhicules dépendait autant des compétences des mécaniciens que de la qualité technique des machines. Les GMC démontrèrent qu'une conception simple, standardisée et tolérante pouvait libérer des ressources humaines, réduire les besoins en formation spécialisée et augmenter la disponibilité opérationnelle. Cette leçon, bien que douloureuse pour les ingénieurs allemands, offrait une perspective nouvelle sur la guerre industrielle et la logistique alliée. Au cours du printemps 1943, des rapports détaillés furent envoyés au ministère de l'Armement et à la commandement suprême de la Wehrmacht. Ces documents décrivaient non seulement les caractéristiques techniques des GMC, mais aussi la philosophie de production et d'utilisation qui sous-tendait leur succès. Les conclusions étaient unanimes. La supériorité américaine ne résidait pas dans des technologies radicalement innovantes, mais dans la capacité à produire massivement des véhicules fiables et simples, conçus pour résister aux contraintes du combat moderne et être utilisés par des hommes de compétences variables. Cette prise de conscience fit naître un sentiment de malaise au sein des cercles techniques allemands, car elle mettait en évidence un retard stratégique que ni la technologie ni la tradition ne pouvaient combler facilement. L'impact du GMC capturé se manifesta aussi dans la perception des soldats allemands sur le terrain. Ceux qui avaient conduit ou observé le camion comprirent rapidement sa fiabilité et commencèrent à l'utiliser pour des missions critiques. Les véhicules alliés capturés devinrent des instruments de mobilité et d'efficacité, et les troupes allemandes apprirent à apprécier la simplicité et la robustesse américaine. Ce changement de perception, bien que limité à certaines unités, reflétait une prise de conscience plus large des forces et faiblesses comparatives des deux armées. La guerre n'était plus seulement une affaire de supériorité technique allemande ou de tactique sur le champ de bataille, mais aussi de capacité industrielle et de philosophie de conception. Au fil de l'année 1943, les leçons tirées des GMC capturés influencèrent progressivement les approches logistiques et techniques en Allemagne.
Bien que les contraintes de production et la culture industrielle limitassent les possibilités de changement immédiat, les rapports et les analyses insistaient sur l'importance de la standardisation, de la tolérance à l'usage abusif et de la production de masse. Les ingénieurs allemands, confrontés à la preuve matérielle de la supériorité américaine, commencèrent à réfléchir sur des ajustements tactiques et logistiques, même si la pleine intégration de ces leçons restait entravée par les réalités de la guerre et les limitations industrielles. Enfin, l'héritage du GMC capturé se révéla dans la compréhension croissante des différences fondamentales entre les philosophies de guerre industrielle américaine et allemande. Les Américains avaient conçu des véhicules pour durer, pour être simples à utiliser, pour supporter l'abus et pour être produits en masse. Les Allemands, en revanche, avaient privilégié la perfection technique, souvent fragile, et nécessitant des opérateurs hautement qualifiés. Cette divergence, révélée par l'expérience directe avec le GMC, symbolisait un tournant subtil mais décisif dans la perception de la guerre mécanique moderne et dans la reconnaissance des avantages de l'industrie alliée, qui finirait par jouer un rôle crucial dans l'issue du conflit. Les semaines suivantes, l'impact du GMC capturé se fit sentir bien au-delà des unités africaines qu'il avait découvertes. À mesure que les rapports remontaient vers le haut commandement, les analyses comparatives devinrent plus sophistiquées. Des ingénieurs spécialisés, issus des divisions techniques de l'armée allemande, furent dépêchés à Tunis et dans d'autres dépôts pour examiner tous les véhicules alliés capturés. Parmi ceux-ci, le GMC se distingua par sa constance opérationnelle, sa simplicité mécanique et sa capacité à absorber des charges et des terrains que les véhicules allemands peinaient à franchir. Chaque inspection, chaque démontage, chaque test renforçait la même conclusion. Ces véhicules américains représentaient un exemple de conception et de production, parfaitement adaptés aux exigences de la guerre totale. La surprise initiale fit place à une compréhension plus profonde et, chez certains ingénieurs, à une forme de respect teinté de frustration. L'un des éléments les plus frappants fut la standardisation des pièces. Là où les véhicules allemands nécessitaient souvent des composants spécifiques et des ajustements minutieux pour chaque modèle, les GMC utilisaient des pièces interchangeables en série. Les boulons, les joints, les arbres de transmission et les éléments du moteur étaient conçus pour être identiques d'un véhicule à l'autre, facilitant la maintenance et réduisant considérablement le besoin d'inventaire complexe. Cette approche, qui semblait élémentaire à première vue, révéla aux ingénieurs allemands une profondeur stratégique. La capacité à produire rapidement et à maintenir sur le terrain une flotte entière de véhicules, même lorsque les conditions de combat rendaient l'accès aux ateliers centralisés difficile ou impossible. Les essais prolongés menés sur les GMC démontrèrent également la robustesse exceptionnelle des systèmes de refroidissement et de filtration. Les moteurs fonctionnaient efficacement malgré la poussière omniprésente du désert et les températures extrêmes, alors que les véhicules allemands souffraient régulièrement de surchauffe et de blocage. Les ingénieurs notèrent que les concepteurs américains avaient anticipé non seulement les contraintes mécaniques, mais aussi les contraintes environnementales et humaines. Chaque filtre, chaque ventilateur, chaque radiateur était positionné et dimensionné pour garantir une performance constante, réduisant ainsi les arrêts imprévus et les besoins en maintenance. L'expérience du GMC sur des terrains accidentés révéla une autre facette de son efficacité. Optimale sur routes ou chemins aménagés, se révélait fragile dans les conditions du désert africain. Les GMC, en revanche, pouvaient transporter des charges supérieures à leur capacité nominale, franchir des dunes et des rochers, et reprendre leur fonctionnalité sans intervention majeure. Cette conception robuste mais simple surprit les ingénieurs allemands qui comprirent que la conception américaine n'était pas axée sur la performance pure, mais sur l'efficacité pratique et la durabilité en conditions réelles. Le système de transmission, déjà noté pour sa simplicité et sa fluidité, fut testé dans des conditions extrêmes. Les véhicules allemands exigeaient une manipulation experte pour éviter les dommages, tandis que le GMC fonctionnait sans interruption, même entre différents conducteurs au niveau de compétences variées. Les mécaniciens allemands réalisèrent que cette caractéristique avait un impact direct sur la logistique et la mobilité. Stratégique. Chaque véhicule américain pouvait être conduit et maintenu par des hommes ayant reçu un minimum de formation, réduisant le temps nécessaire pour former des opérateurs
et augmentant la disponibilité des véhicules sur le terrain. Cette philosophie contrastait fortement avec l'approche allemande, où chaque conducteur devait maîtriser des techniques complexes pour garantir la durabilité du véhicule. Les inspections se poursuivirent, révélant la robustesse des systèmes de freinage et de direction. Là où les véhicules allemands perdaient leur efficacité après plusieurs heures de conduite sur terrain accidenté, les GMC conservaient leur maniabilité et leur capacité à s'arrêter en toute sécurité. La direction, bien que rudimentaire, permettait une manœuvre facile même sous charge lourde. Les ingénieurs allemands comprirent que chaque aspect de ces véhicules était conçu pour réduire l'effort physique du conducteur et maintenir une efficacité maximale, même dans des conditions extrêmes. Ces observations renforçaient la conclusion. La conception américaine privilégiait la fonctionnalité, la durabilité et la simplicité, tandis que la conception allemande se concentrait sur la perfection technique souvent fragile et exigeante. En parallèle, les implications logistiques furent étudiées. Les véhicules américains pouvaient utiliser différents grades de carburant sans altérer leur performance, tandis que les véhicules allemands étaient plus sensibles aux variations de carburant. Cette flexibilité représentait un avantage considérable sur des théâtres d'opérations éloignés, où l'approvisionnement était limité et imprévisible. Les ingénieurs allemands comprirent que la fiabilité américaine n'était pas seulement mécanique, mais aussi stratégique, intégrant les contraintes de terrain, de personnel et de chaînes d'approvisionnement dans la conception du véhicule. Les rapports techniques commencèrent à circuler à travers les dépôts et les unités, illustrant un contraste frappant entre philosophie allemande et américaine. Les Allemands valorisaient la précision et l'ingénierie complexe, mais au prix de vulnérabilité pratique. Les Américains concevaient pour l'endurance, la réparabilité et la production massive. Cette divergence devint plus évidente à mesure que les mécaniciens allemands appliquaient les connaissances tirées des GMC pour améliorer leurs propres pratiques, bien que leurs moyens industriels limités empêchassent une adaptation complète. L'impact psychologique sur les officiers allemands fut notable. La prise de conscience que l'efficacité américaine reposait sur une combinaison de standardisation, de simplicité et de production de masse provoqua un mélange de respect et de frustration. Les véhicules capturés étaient devenus un symbole tangible de la supériorité logistique alliée, un rappel que la guerre moderne ne se gagnait pas uniquement par la technologie, mais aussi par la capacité à mobiliser et à maintenir efficacement une armée sur de vastes distances. Cette leçon, bien que lente à être intégrée, commença à influencer les décisions tactiques et stratégiques dans certaines unités, qui commencèrent à apprécier l'importance de la mobilité et de la maintenance préventive. Au fil des mois, l'expérience avec les GMC captura plusieurs aspects essentiels de la guerre industrielle moderne. La production en série, la tolérance à l'usage abusif, la simplicité de maintenance et la flexibilité opérationnelle furent des facteurs clés qui permirent aux Alliés de maintenir une supériorité continue sur le terrain. Les ingénieurs allemands, confrontés à ces preuves tangibles, commencèrent à réévaluer leur doctrine, même si la mise en œuvre pratique restait limitée par les contraintes de production et la rigidité administrative. Lechons supplémentaires émergèrent lorsque les véhicules furent testés dans des missions prolongées de transport et de ravitaillement. Les GMC pouvaient parcourir de longues distances avec peu ou pas d'entretien, transporter des charges lourdes et fonctionner efficacement sous des températures extrêmes et dans des conditions de poussière intense. Ces caractéristiques rendaient les véhicules américains non seulement plus fiables, mais aussi plus polyvalents et adaptables que leurs homologues allemands. Chaque nouveau test renforçait l'idée que la conception américaine intégrait une compréhension profonde des exigences humaines et environnementales, anticipant les contraintes que les Allemands ne considéraient souvent pas. Les observations furent documentées avec minutie, et les rapports circulèrent dans les cercles techniques allemands, devenant des références pour l'évaluation de la logistique et des véhicules ennemis. Ces documents soulignaient non seulement les qualités mécaniques des GMC, mais aussi l'impact stratégique de leur conception. La capacité à maintenir la mobilité, à réduire la fatigue des conducteurs et à assurer la disponibilité continue des véhicules représentait un avantage que la sophistication technique allemande ne pouvait égaler. Les implications sur le moral et la confiance des troupes furent également observées. Les unités allemandes qui avaient accès à des véhicules capturés expérimentaient une amélioration notable de la mobilité et de l'efficacité des missions. Les conducteurs et mécaniciens se montraient surpris par la facilité d'entretien
et la durabilité du GMC, ce qui contrastait fortement avec les véhicules allemands qu'il connaissait. Cette expérience directe renforçait la perception que l'industrie américaine possédait une supériorité pratique sur le terrain, transformant un simple véhicule en symbole tangible de la puissance alliée. À mesure que l'année 1943 avançait, les leçons tirées des GMC capturés furent intégrées, même partiellement, dans les évaluations stratégiques et les rapports de production. Les ingénieurs allemands commencèrent à plaider pour une simplification et une standardisation accrue dans leurs propres programmes, bien que les limitations industrielles et bureaucratiques restassent un obstacle majeur. Néanmoins, la confrontation avec des véhicules alliés conçus pour durer et pour être utilisés par des opérateurs de compétences moyennes révéla une vérité difficile à ignorer. La guerre moderne ne se gagne pas seulement avec des machines sophistiquées, mais avec la capacité à produire, maintenir et utiliser efficacement des équipements fiables sur de vastes théâtres d'opération. La conclusion inévitable de cette expérience fut que l'industrie allemande, malgré sa qualité technique et son expertise, ne pouvait rivaliser avec la capacité américaine produire massivement des véhicules simples, robustes et fiables. Les GMC capturés représentaient non seulement un exemple concret de supériorité mécanique, mais aussi une leçon sur la philosophie de conception, l'importance de la logistique et la réalité de la guerre industrielle. Ces véhicules démontrèrent que la durabilité, la réparabilité et la standardisation pouvaient surpasser la sophistication technique lorsqu'il s'agissait de soutenir une armée moderne en campagne. Enfin, l'héritage du GMC capturé résida dans la prise de conscience stratégique qu'il induisait. Les ingénieurs allemands, les officiers et les mécaniciens avaient appris une leçon essentielle. La guerre ne se gagnait pas uniquement sur le champ de bataille par la supériorité technique, mais aussi par la capacité à mobiliser des ressources industrielles, à produire des véhicules fiables et à maintenir leur efficacité sur le long terme. Cette réalisation, bien que tardive, marqua un tournant dans la compréhension allemande de la guerre industrielle et souligna les avantages durables de la philosophie de production alliée. À l'aube de la libération complète de la Bretagne, les opérations de résistance prirent un caractère presque cérémoniel. Les habitants avaient maintenu un réseau invisible depuis plus de 4 années, et chaque action réalisée jusque-là avait trouvé son point culminant avec l'arrivée des forces alliées. Les troupes pénétraient dans les villages sous le couvert des messages codés et des signaux discrets, chaque mouvement orchestré avec une précision remarquable. Les habitants, toujours dissimulés, observaient, ajustaient et guidaient les forces alliées avec une connaissance intime du terrain que ni carte ni rapport militaire ne pouvaient offrir. Ce lien entre la population et les troupes étrangères avait transformé la Bretagne en une scène où la stratégie militaire et la vie quotidienne confondaient. Le colonel von Albrecht, de retour dans son quartier général improvisé, continuait d'examiner les rapports reçus depuis les campagnes et villages qu'il croyait sous contrôle. Chaque document et chaque compte rendu exposait une réalité qu'il peinait à comprendre. Les patrouilles qu'il avait envoyées pour sécuriser les fermes n'y trouvaient jamais ce qu'il attendait. Les vivres disparaissaient mystérieusement, les caches d'armes semblaient vides, et les indices qu'il croyait fiables étaient toujours déformés par un réseau invisible et patient. La frustration devenait palpable, mais un élément d'admiration se mêlait à sa colère. Il devait reconnaître qu'un peuple avait réussi à créer un système de résistance sophistiqué, capable de manipuler perceptions et informations à son avantage. Les habitants, quant à eux, poursuivaient leur travail avec la même rigueur silencieuse. Chaque ferme servait de relais, chaque champ de plageour, signal, et chaque village de point d'observation. Les messages codés continuaient d'être transmis par des gestes quotidiens ou des objets apparemment banals. Un linge tendu sur un fil, une lanterne placée dans une fenêtre à une heure précise, un panier de légumes disposé selon un code préétabli. Ces méthodes, développées sur plusieurs années, étaient parfaitement intégrées à la vie quotidienne, permettant de maintenir la sécurité tout en influençant les mouvements ennemis. L'efficacité de ce système reposait sur la discipline collective, l'intelligence pratique et la mémorisation des codes par tous les membres de la communauté. Lorsque les premières unités alliées atteignirent les collines et les vallées intérieures, elles constatèrent l'efficacité de ces relais et cachettes. Les cartes locales, souvent rudimentaires mais extrêmement précises, indiquaient les sentiers secondaires et les points d'observation invisibles aux yeux d'un occupant non averti.
Les éclaireurs et les commandants alliés purent manœuvrer sans rencontrer d'embuscade et recevoir en temps réel des informations fiables sur la position de l'ennemi. La coordination entre habitants et forces alliées démontra que le terrain, la connaissance locale et la discipline collective pouvaient devenir des outils stratégiques aussi puissants que les divisions blindées ou les batteries d'artillerie. Le colonel von Albrecht, de plus en plus conscient de son impuissance, tenta d'adapter ses stratégies. Il augmenta le nombre de patrouilles, multiplia les points de contrôle et exigea des rapports plus détaillés. Cependant, chaque tentative se soldait par des échecs apparents. Les caches d'armes disparaissaient ou étaient déjà utilisées par les résistants, les patrouilles se retrouvaient dans des embuscades parfaitement orchestrées ou perdaient leur orientation dans un réseau de chemins secondaires invisibles sur les cartes officielles. Sa perception de contrôle s'érodait rapidement, face à une population qui connaissait chaque colline, chaque bois et chaque rivière mieux que lui. Les interactions entre les habitants et les forces alliées se firent plus fréquentes et plus structurées. Les points de ravitaillement furent organisés pour répondre aux besoins immédiats des troupes. Vivres, munitions, soins médicaux et informations. Chaque ferme pouvait accueillir quelques soldats pour une courte période, offrir un repos sûr et fournir des informations mises à jour sur la situation dans les environs. L'efficacité de ce réseau fut telle que les Alliés purent concentrer leurs forces sur des objectifs stratégiques, sans craindre les embuscades ou les ruptures logistiques. La Bretagne devint ainsi un exemple unique de coordination entre résistance civile et opérations militaires conventionnelles. Le colonel, malgré ses efforts pour comprendre la situation, devait constater que la population avait anticipé ces mouvements depuis des mois, parfois des années. Les tunnels et les caches étaient protégés, les chemins secondaires étaient balisés de manière invisible, et chaque village pouvait transmettre rapidement des informations codées sur la position de l'ennemi. La perception allemande de la Bretagne en tant que territoire occupé se dissolvait progressivement. La région ne se limitait pas à un espace géographique, mais représentait un réseau vivant de résistance, intelligence collective et coordination invisible. La psychologie du colonel se transforma progressivement. La frustration initiale laissa place à une reconnaissance mêlée à une inquiétude croissante. Il constata que ses stratégies conventionnelles étaient inadéquates face à un adversaire invisible mais omniprésent. Chaque action planifiée par ses subordonnés se heurta à une organisation qu'il ne pouvait comprendre ni prévoir. L'illusion d'un contrôle absolu sur le territoire occupé disparut. La Bretagne, par ses habitants et leur résistance systématique, démontrait que la guerre pouvait être influencée par des forces intangibles mais décisives. Pendant ce temps, la population bretonne poursuivait ses activités avec discipline et précision. Les signaux visuels et auditifs étaient utilisés pour transmettre des informations critiques. Les enfants, formés depuis des années à observer les mouvements ennemis et à rapporter discrètement leurs observations, jouaient un rôle essentiel. Les femmes, responsables de la transmission des messages et de la protection des caches, maintenaient un flux constant d'informations. Les hommes, ayant la connaissance et la maîtrise des tunnels, chemins secondaires et points d'observation, garantissaient la continuité des opérations. Chaque acteur savait exactement quand et comment agir, et l'ensemble formait un réseau invisible, efficace et résilient. Les premières confrontations, directes avec des unités allemandes, confirmèrent la supériorité stratégique de cette organisation. Les éclaireurs alliés, guidés par les habitants, purent éviter les embuscades et atteindre leurs objectifs avec précision. Les patrouilles allemandes furent constamment désorientées, incapables de prévoir les mouvements de la population ou des forces alliées. Les villages et les fermes, loin d'être de simples refuges, devinrent des points stratégiques de coordination, d'information et de logistique. La Bretagne, par sa connaissance du terrain et sa discipline collective, transforma le conflit en une lutte où l'intelligence et la coordination surpassaient la force brute. Von Albrecht, de retour dans ses quartiers généraux, rédigea les derniers rapports de sa campagne bretonne. Il nota avec un mélange de frustration et de respect que la population avait été capable de déjouer systématiquement toutes ses tentatives de contrôle. Les villages, fermes et chemins secondaires n'étaient pas simplement des éléments du paysage, mais des acteurs actifs dans la guerre invisible. Les caches d'armes, les tunnels et les réseaux de communication avaient été utilisés avec une précision et une efficacité que ni les cartes ni les rapports n'avaient permis d'anticiper.
La Bretagne avait démontré que la guerre pouvait être gagnée grâce à l'intelligence collective, la patience et la créativité. La libération complète de la région confirma le rôle crucial des habitants. Chaque message transmis, chaque cache protégée et chaque chemin sécurisé avaient contribué à la réussite de l'opération. Les Alliés purent avancer vers la Normandie avec une sécurité et une efficacité accrues. Les villages continuaient à servir de points de ravitaillement et de relais d'information, démontrant que la résistance locale pouvait intégrer parfaitement une stratégie militaire globale. La Bretagne entière, par ses habitants et leur discipline silencieuse, devint un exemple de coordination efficace, de ruse stratégique et de courage collectif. Les années suivantes furent consacrées à la mémoire et à la transmission de ces actions. Les tunnels et les caches furent progressivement désactivés ou transformés en lieux de mémoire. Les enfants, témoins et acteurs de cette résistance, grandirent en comprenant l'importance de leur rôle. Les femmes, reconnues pour leur ingéniosité et leur courage, continuèrent à transmettre ces récits. Les hommes, ayant coordonné et protégé le réseau, furent célébrés pour leur détermination et leur efficacité. La Bretagne devint ainsi un symbole durable de la puissance de la résistance civile, capable de transformer le cours d'une guerre conventionnelle. Les archives historiques et les témoignages contemporains confirment l'impact de ces réseaux invisibles. La victoire alliée en France ne fut pas seulement le résultat de la force militaire, mais également de la capacité d'un peuple à coordonner ses actions, manipuler les perceptions de l'ennemi et maintenir un réseau invisible mais efficace. La Bretagne, par son organisation, sa créativité et sa discipline, illustre parfaitement cette dynamique. Von Albrecht, malgré son expérience et son autorité, ne put jamais surmonter une résistance à la fois silencieuse, stratégique et profondément enracinée dans le territoire. À suivre, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent juste à l'écran. Si celle-ci vous a plu, ne passez pas à côté des prochaines. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.